Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous quelques éléments de notre expérience dans l'introduction des technologies de l'information en enseignement. Et je vais parler, bien entendu, un peu de contexte, problématique, le pourquoi et l'approche que nous avons pris avant de conclure. Mais commençons par parler un peu de l'ETS et très brièvement. Qu'est-ce qui est à retenir au travers de toutes ces belles statistiques? C'est que nous sommes une école d'ingénieurs. Nous avons pratiquement doublé ces derniers 10 ans avec tous les bons côtés et les défis qui sont associés à ça. Et aussi, nous sommes orientés très orientés vers ce qu'on appelle l'ingénierie pratique. Au premier cycle, tous nos étudiants, c'est assez important, sont des techniciens. Techniciens qui ont une valeur sur le marché du travail, qui pourraient gagner leur vie, qui sont très employables. Alors, l'autre chose aussi à noter, c'est que bien que nous sommes monofacultaires, ce qui simplifie beaucoup les choses pour nous, il y a quand même une grande variété de cours et bien entendu une grande variété d'enseignants associés à ces cours. Alors, on a des cours de mathématiques, formation en génie, ce qu'on appelle des sciences dures, mathématiques, physique, des sciences, on utilise le terme molle, je ne sais pas si j'aurais dû mettre ce terme-là, mais tout le côté sciences sociales. On enseigne aussi la gestion de projet, ça fait partie de la formation d'ingénieur, et surtout au grade supérieur, l'innovation. On a des cours d'ingénierie qui peuvent être très lourds, avec beaucoup de modélisation, mathématiques, de logiciels lourds, comme on appelle, qui doivent rouler sur des postes de travail. Et aussi d'autres cours qui sont peut-être plus légers techniquement. Alors, il y a déjà une grande variété. Et l'autre chose, on a des enseignants qui ont des styles très différents et qui sont efficaces aussi. Alors, pourquoi les TI en enseignement? C'est bien beau, on aime tous les technologies, mais pourquoi? Il faut venir un peu à l'origine. Et la photo que vous avez là, ce n'est pas une photo prise avec des modèles. C'est un cours que j'enseigne, parce que je suis aussi professeur et j'enseigne encore. Et bien entendu, j'aime utiliser les produits que j'essaye de promouvoir auprès de mes collègues. Alors, si vous regardez un peu la photo d'un peu plus proche, vous pouvez voir qu'il y a des étudiants qui ont l'air très sérieux, très concentrés, et il n'y a pas beaucoup de papier sur le bureau, il y a des PC. Il y en a d'autres qui sont à distance. Alors, c'est un environnement hybride, qu'on peut appeler ça. Et il y a, bien entendu, mon PC, la console, le PC qui vient avec la salle de classe, et une console de contrôle multimédia qui se trouve là. Si vous regardez de plus proche, vous allez voir aussi que dans la salle de classe, il y a des prises de courant. Et vous pouvez deviner qu'il y a un Wi-Fi. Et pourquoi les étudiants sont si concentrés? Mais c'est un cours de maîtrise. La plupart des étudiants sont des professionnels. Le sujet, c'est pour la gouvernance en TI et l'architecture d'entreprise, et on fonctionne beaucoup avec des études de cas. Et là, présentement, ils sont en train de lire une étude de cas que l'on va discuter en classe après. Alors, on revient encore à la question, pourquoi les TI en enseignement? Alors, il faut penser avant tout à l'expérience étudiante. Les étudiants sont très importants. On enseigne, l'objectif, on enseigne, c'est de quoi? De former de futurs ingénieurs, de futurs scientifiques, de futurs gestionnaires. Alors, on voudrait améliorer l'expérience étudiante. Bon, l'accès à la matière du cours, c'est peut-être le côté le plus facile, mais c'est quand même ça son importance. Mais on peut parler de la remise des travaux en ligne, c'est pratique. C'est pratique pour les étudiants, pour les professeurs. Et qu'est-ce que j'aime moi aussi, c'est que, étant donné que la remise se fait en ligne, j'ai plus après ça d'excuses, je suis en retard à cause de ci, le courriel ne s'est pas rendu ou d'autres choses comme ça. La rétroaction continue. On parle toujours, quand on parle des examens, on a tendance à voir ça comme une formalité pour valider que l'étudiant a bien compris, mais les quiz, petits examens qui ont lieu à l'intérieur du cours, c'est plus que ça, ça a une valeur pédagogique. C'est une rétroaction, ça permet à l'étudiant de voir s'il a bien compris la matière, quand c'est bien fait,
Et ça permet à l'enseignant aussi de voir si le message passe. Et plus il y a de la rétroaction, mieux c'est. Alors, c'est un outil pédagogique aussi. Les classes plus vivantes et participatives. Est-ce qu'il y a moyen d'animer encore les classes plus efficacement, surtout des classes qui peuvent avoir 40, 50 étudiants et plus? En tout cas, moi, j'ai vécu, pas à l'ETS, les plus grosses classes, mais c'est pas facile. Classe plus vivante, ça veut dire que les étudiants ne s'endorment pas. On est capable de maintenir l'attention. La collaboration. On dit qu'on travaille en industrie, on travaille toujours en équipe, vous le savez. Alors, on essaye de pousser encore la collaboration au niveau de l'enseignement, des travaux en commun. Collaboration, il faut des espaces physiques, mais côté virtuel aussi, qui est utilisé en industrie. La flexibilité, être capable, par exemple, de faire certains travaux de laboratoire sans être dans un laboratoire. Est-ce que c'est possible? Être capable de pouvoir collaborer sans être réunis ensemble dans des salles de réunion, dans des salles de travail. Alors, il y en a peut-être d'autres encore, mais le point encore, c'est qu'il faut penser à l'étudiant. Les enseignants aussi. Alors, là, j'en ai mis moins parce qu'au départ, si ça va bien pour les étudiants, ça devrait bien aller pour les enseignants, mais tout le côté gestion académique. C'est important. La gestion académique, ça comprend l'évaluation, ça peut comprendre encore les plans de cours, la planification, beaucoup d'autres choses, même être capable de communiquer la matière aux étudiants. Alors, tout ce qui permet de simplifier la gestion académique, ça veut dire que l'enseignant peut passer plus de temps à se concentrer, à enseigner. Ça veut dire aussi qu'il y a un flow continu, plus facile, un flow au niveau de la rétroaction. Et permettre aussi l'expérimentation avec de nouvelles approches. Et ce n'est pas exhaustif. L'institution, rétention, les taux de diplomation, des étudiants qui sont plus motivés, qui ont une meilleure expérience, mais on va avoir tendance à avoir un plus haut taux de rétention. On le sait. La gestion académique plus efficace. Pas seulement, quand on parle d'efficacité, on dit qu'on veut couper des emplois, des choses comme ça. Non, plus efficace veut dire aussi un meilleur service client. Moi, j'ai travaillé en industrie une vingtaine d'années, puis quand j'enseigne, je vois les étudiants comme des étudiants, mais les étudiants aussi, quand j'ai mon chapeau de CIO, ce sont aussi des clients. Un étudiant qui est bien traité au niveau gestion académique, où l'administration donne un bon service, ça rend encore l'expérience plus agréable. Et c'est plus agréable pour les employés aussi. Côté développement durable, bon, on l'étire un peu peut-être. Les TI, ça consomme l'énergie, on parle de TI verte. D'un autre côté, quand c'est appliqué, je sais qu'on en parle depuis une vingtaine d'années, on peut aller vers des environnements encore moins sans papier, plus, excusez-moi, sans papier. Le côté professionnel, flexibilité, c'est toujours bon pour une clientèle professionnelle qui travaille le jour et qui vient et suit des cours. Et la formation professionnelle continue est importante. Nos diplômés sont sur le marché du travail pendant une bonne quarantaine d'années. Il faut continuer et les technologies évoluent. Côté industrie, j'ai mis rien d'explicite, mais l'environnement industriel, c'est un environnement, on parle d'entreprise numérique, où les TI devraient, ce n'est pas tout le cas, être exploités au maximum, la collaboration. Alors, c'est bon que nos étudiants aient le même type d'expérience chez nous. Alors, quelle approche avons-nous prise? Bon, là, je rentre plutôt dans le côté expérience chez nous, mais en 2011, à l'ETS, candidement, là, on était probablement assez en retard par rapport à beaucoup d'autres universités. Support de cours, c'était surtout le web. On avait deux environnements numériques d'apprentissage qui étaient dans des carrés de sable, qui n'étaient pas plus ou moins supportés formellement. Et on avait aussi un gros déficit technologique au niveau du réseau sans fil, qui était loin d'être performant. Il n'y avait pas de prise de courant dans les salles de classe, pas du tout. Le multimédia était analogique, avait besoin d'être renouvelé, et je peux peut-être en ajouter d'autres. Et la gestion académique, beaucoup de papier, beaucoup de papier. Alors, il y avait une vision qui se trouvait dans le plan quinquennal de l'école. C'était seulement une phrase, développer un campus numérique. Et quand j'ai été nommé, on m'a dit, François, voilà ton mandat.
Bon, il a fallu peut-être élaborer un peu plus. Alors, j'en ai déjà parlé, un campus numérique peut être défini comme un environnement d'apprentissage, de création et diffusion du savoir intégré. C'est une université, ça diffuse du savoir et ça en crée. Le côté recherche est important. Et bien entendu, on peut descendre et aller un peu plus dans des détails. Un des points peut-être qui a été ajouté quand c'était un peu plus détaillé, c'était l'emphase sur la collaboration, le travail en équipe. L'emphase, et je vais en parler un peu plus, sur le fait que tout ce qu'on livre comme service doit être neutre par rapport au terminal d'utilisation. Et le BYOD était déjà très présent. Et bien entendu, l'infrastructure, j'ai dit adaptée aux chercheurs, mais tout ce dont on parle passe par l'infrastructure. Et ce n'est pas parce que j'ai du monde d'infrastructure ici que j'en parle. Alors, une autre chose, bien entendu, c'est qu'étant donné que, je peux dire, la raison d'être d'une université, c'est l'enseignement et la recherche, on a créé un groupe, une équipe dédiée TI en enseignement et recherche. C'est l'approche qu'on a prise. Et, bien entendu, ce groupe-là couvrait tout ce qu'on appelle aussi le multimédia, aussi bien que l'environnement d'apprentissage, le support aux chercheurs, etc., et les salles de classe. Première priorité, c'est bien beau rêver à toutes ces belles applications. Si l'infrastructure n'est pas là, on ne peut pas livrer. Puis on parle d'une infrastructure qui doit être performante, fiable. Alors, on a rehaussé le réseau. On parle d'avoir des services dans le nuage. Il faut bien avoir un Internet performante et redondante, c'est important. Électrifier les salles de classe. Les PC ont bien beau avoir maintenant une autonomie qui est de plus en plus avancée, c'est pratique. Le multimédia, il ne faut pas l'oublier, et l'intégrer encore plus dans la stratégie, ce sont des TI. La gestion académique informatisée, intégrée avec l'approche client léger que j'ai mentionné. Et aussi, la sécurité doit suivre et aussi la disponibilité. Dès qu'on commence à avoir des professeurs, des étudiants qui dépendent d'applications, elle doit être fiable. Vous savez que des professeurs, des étudiants, ça ne travaille pas, ça n'a pas d'heure de travail. C'est du 7-24 pratique, là. Bien entendu, dans le milieu de la nuit, il y a un peu moins de demandes. Stratégie d'implantation. Je parlais des besoins des clients. Première des choses, respecter la variété des besoins et des approches et la liberté académique. Liberté académique, des fois, ça sonne un peu croche. Ça peut être invoqué peut-être à tort, mais aussi à raison. On a des professeurs qui enseignent des cours de mathématiques. Nos cours sont de 3h30 avec une petite pause d'une demi-heure. Et ils font de longs développements. Ils adorent utiliser des grands tableaux à craie. Alors, on garde des salles de classe avec des grands tableaux à craie et on n'en impose pas de changer leurs habitudes. Et les cours sont très bien évalués. Les étudiants les aiment. Ils me disent, on fait un développement, puis on est capable, on peut revenir en arrière facilement. On sait qu'il y a d'autres façons de le faire, mais il faut respecter ça. Et l'approche qui a été prise, bien entendu, c'est on dit aux enseignants, on vous donne une boîte à outils qui est de plus en plus riche. On essaie de simplifier votre vie. On vend, on n'impose pas. Travailler de concert avec le milieu académique. À l'ETS, on a décidé que les technopédagogues seraient au décanat des études, où se trouve le doyen des études, où se trouvent les comités de pédagogie, et on travaille très proche avec eux. C'est important. Tout se fait de concert. On développe les technologies, le décanat développe les cours qui sont associés à ça. Et on implique dans tout milieu qu'on essaie de développer, de déployer des nouvelles technologies, il y a des agents de changement. Il y a des personnes qui sont très enthousiastes, qui sont prêtes à travailler avec nous, dans le corps professoral, tout partout. Il faut travailler avec ces personnes-là, les impliquer dans des groupes de focus, prendre à cœur leur rétroaction, montrer qu'on travaille, on fait ça pour eux. Et ça aide énormément. Bon, solution, c'est très banal, là. Tout le monde utilise Moodle, on a décidé de le prendre. Mais vous pouvez voir aussi l'objectif de la disponibilité. Pourquoi une disponibilité si élevée? Et ce n'est pas de la science-fiction, là. J'ai fait un calcul avec la maintenance, premier 6 mois de l'année, on était à 99,75. Pourquoi? Bien, quand on encourage les professeurs à faire des examens en ligne, des quiz en ligne,
puis le système tombe, on fait la maintenance à 8h30 le matin quand les cours commencent. Des fois, il y a des quiz. Il y a un problème. Alors, il faut vraiment investir dans l'infrastructure qui supporte l'application. Grappe redondante entre les deux bâtiments, etc., des fenêtres de maintenance planifiées au bon moment, on les avertit d'avance, toutes ces bonnes pratiques que vous connaissez. On a aussi déployé les applications Google, la licence EDU. Pourquoi Google? Mais quand on a commencé à déployer, ils étaient les seuls sur le marché pratiquement. Deuxièmement, c'est un joueur qui était pur au niveau web. Et troisièmement, il y a un écosystème d'applications qui sont intégrées dans l'environnement Google. Et on en a déployé 3. Jusqu'ici, on a des licences de domaine, des applications SaaS. Il y a Lucidchart, qui est un peu une supervision en ligne, mais qui supporte aussi tous les formalistes UML, qui sont importants. LucidPress, qui vient de sortir, qui permet de faire des beaux documents, des beaux rapports. Et MindMaster, au niveau, quand on parle de travail collaboratif, qui permet, quand on fait des séances de remue-ménage, du brainstorming, de capturer l'information. Et, bien entendu, vous avez une petite illustration. Ça, c'est je fais ça à partir de mon compte. Et vous pouvez voir aussi que ces applications-là servent en administration. Je ne vais pas parler sur les détails de ce qui est illustré sur LucidPress, dans le coin inférieur droit. Mais essentiellement, ce sont des services en ligne qui sont utilisés. Je vais revenir là-dessus un peu plus loin. Partenariat, lors du déploiement surtout. Alors, un comité de pilotage a été formé. Et bien entendu, je vous montre un petit peu les choses qui étaient discutées. Et là, on est rentré dans un mode qui est un peu plus opérationnel de ce côté-là. Vous voyez des beaux posters qui ont été faits par le décanat des études. C'est eux qui faisaient la promotion de ce qu'on déployait. C'est très bien, ça vient de l'académique. Alors, on parle, bien entendu, des différentes approches qu'on a prises, de Moodle, on parle des Google Apps, on parle d'intégration, ça a évolué, et d'un blog, et aussi il y a des vidéos qui sont faites par le décanat de ce côté-là. Notre page Moodle, qui est un peu standard, rien de spécial de ce côté-là, avec des liens d'accès rapide qui ont été mis, qui sont encore là, et bien entendu de l'aide en ligne. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on a aussi des offres de formation aux enseignants, mais on en a fait aussi aux étudiants, surtout pour les applications Google et encore du travail, et de l'aide à la migration des sites de cours. Et ça, ce sont les formations de base, comme vous voyez. C'est important d'offrir ces formations-là aux enseignants. Ça les aide. Bon, où nous en sommes présentement, essentiellement. Alors, notre déficit technologique, presque entièrement résorbé. On a eu un bon support de la direction de ce côté-là. L'électrification des salles de classe, 95 %. Ça veut dire qu'avec tous les services qu'on offre, on est prêt à aller à l'étape suivante. L'étape suivante, logiquement, ça veut dire on recommande fortement aux étudiants d'avoir un PC. Là, c'est de leur dire, ça c'est obligatoire. Et jusqu'ici, ça fait son bout de chemin. Et vous me dites à quoi ça sert de dire que c'est obligatoire s'ils en ont déjà, mais ça passe le message aux enseignants qui peuvent se fier au fait que les étudiants ont un PC. Très important de ce côté-là. Jusqu'ici, pour le moment, les enseignants peuvent le rendre obligatoire dans un cours. Bon, PC au sens large. Là, ça peut être une tablette hybride avec clavier, tout ce que vous voulez. L'important pour nous, c'est qu'il y ait un furteur qui soit compatible avec les normes. Et de ce côté-là, après ça, on ne va pas plus loin pour dire quelle est la configuration du PC. Ce qui a des impacts au niveau support, comme vous voyez. Au niveau de l'ENA Moodle, on est rendu à 73 % des cours groupes à l'automne qui ont été donnés. Et c'est assez intéressant de voir la progression. J'ai enlevé le nom des départements, là, mais comme vous voyez, on suit ça par département et on va les aider. Et vous pouvez voir aussi que l'école a grossi en même temps. Alors, on a beaucoup de nouveaux aussi professeurs qui rentrent et on les aide, on les forme à prendre des bonnes habitudes. Bon, ça, c'est le chiffre à très haut niveau, là, parce que l'utilisation la plus simple de l'ENA, c'est, on met le matériel de cours là, la bibliothèque regarde les plans de cours puis ajoute les références dans Moodle, et ça fait partie maintenant du processus.
mais ça ne dit pas est-ce que la remise électronique est utilisée. Je sais que ça se répand de plus en plus aussi, mais il faudrait qu'on suive ça. Quel est le nombre de professeurs qui utilisent les examens en ligne et qui s'en servent pour bonifier? Je sais qu'il y a certains professeurs, même qui sont encore plus enthousiastes que moi, qui font même des tests en ligne qui ne comptent pas, mais qui sont des prérequis pour avoir accès, par exemple, au matériel du cours, d'autres choses comme ça. Alors, ça se développe, et là, c'est une question de temps de ce côté-là. On n'arrête pas là. Comme beaucoup d'universités, on regarde la virtualisation des logiciels de laboratoire. Idéalement, j'aimerais ça que certains laboratoires d'enseignement informatique n'aient plus de PC, deviennent des salles collaboratives. Je ne sais pas si je rêve en couleur. On va faire des tests bêta en hiver dans des cours. On a commencé avec des professeurs, bien entendu, qui sont ouverts à expérimenter avec un logiciel et on va continuer à en déployer d'autres. Beaucoup d'intérêt au niveau de l'académique de ce côté-là. Portail. Pourquoi je parle d'un portail quand on parle d'enseignement? On développe beaucoup d'applications, on déploie beaucoup de services. Si ces services-là ne sont pas utilisables d'une façon qui soit, comment je pourrais dire, très facile pour les étudiants ou les professeurs, on commence à créer de la confusion. Alors, étant donné que nous, on n'a pas une suite intégrée, on a commencé à déployer un portail 2.0. Alors, l'élaboration se fait à partir d'un quadriciel de développement qu'on a acheté. Et on a toutes les fonctions de base qui sont associées à ces portails-là. La reconnaissance de rôle, présentement, c'est seulement étudiant, mais on ajoute d'autres rôles après. L'authentification unifiée que tout le monde déploie aussi, mais qui a permis de déployer ce portail. Des fonctions de tableau de bord personnalisées, très utiles. Je vais vous montrer comment c'est utilisé pour les étudiants. Et un support à la personnalisation, la messagerie intégrée qui va nous permettre de faire d'autres choses. Et bien entendu, le portail, l'affichage va s'ajuster en fonction, que ce soit sur un iPad, un iPhone ou un PC. On avait un portail étudiant mobile qui avait été déployé initialement en 2012, qui commence à converger avec l'autre portail. Ce sont des étudiants qui l'ont fait, un club étudiant. Vous voyez la dernière version. Là, alors, le portail, c'est plus qu'une agrégation d'informations. Il accède des services web sécurisés. Nous, on travaille avec les étudiants pour faire des tests d'agrégation et les tests de sécurité. Mais il est en train, là, il commence à avoir une convergence avec le portail étudiant que vous voyez là, qu'on a déployé en septembre, la version 1, bien entendu. C'est une approche très itérative, là. Des groupes de focus d'étudiants qui nous ont permis de déterminer quoi mettre. Et vous voyez, l'étudiant X, là, il peut voir ses cours, accéder à ses cours sur Moodle. Les notifications maintenant des applications sont poussées au portail comme telles. Alors, il y a cette fonction-là. Son horaire va chercher l'information. Et essentiellement, vous voyez, les Google Apps sont aussi accessibles de ce côté-là. Et on va faire une intégration encore plus poussée, si l'on peut. Alors, on s'en va vers une version pour les enseignants, avec bien entendu la coopération du comité de pédagogie. Et c'est la même application, mais qui reconnaît le rôle, le chapeau enseignant. Et on va aller après ça avec les employés. Et on va raffiner les rôles encore de ce côté-là. Alors, bien entendu, quand on fait ça, on restructure notre architecture applicative. Il y a des fonctions qu'on remonte au niveau du portail. Le site web de l'école va devoir être restructuré avec surtout d'autres initiatives que l'on a. Et on va bien entendu pouvoir se débarrasser du courriel interne, là, mettre tous les étudiants sur Google, parce que les communications qui sont confidentielles pourront se faire au travers de la messagerie sur le portail. Alors, toutes ces choses-là vont ensemble, mais ça fait partie de l'expérience globale, là. Bon, en conclusion, on a des défis. Une des questions que je me pose, c'est quand on va arriver avec un taux de pénétration de plus de 90 %, quelle va être la gestion de changement qui va être appliquée? On ne veut pas tuer aussi l'innovation. Très important, ça, que nos enseignants puissent continuer à innover, essayer des choses. Il faudrait même l'encourager. D'un autre côté, quand un enseignant est sur une vieille plateforme qui n'est pas capable de se supporter, bien, là, il va falloir qu'on parle l'affaire. Les fonctions avancées de l'ENA, qu'il va falloir qu'on pousse plus loin. Mais ça va être un travail surtout du côté pédagogique et enseignement. Et bien entendu, les fonctions de collaboration des Google Apps qui ne sont pas encore bien utilisées. Là, il y a un problème de rétroaction. Vous voyez, ça, c'est tiré de la console de contrôle.
Et on a plus de 4 millions de documents en ligne et 40 000 qui sont visibles à l'extérieur. C'est tout ce que je peux voir du domaine ETS. Alors, il y a du travail à faire encore de ce côté-là. Merci beaucoup de votre attention.